observe Vénus au cours du temps, eh bien, Vénus n'a pas toujours le même diamètre apparent et montre un phénomène de phase, comme la Lune. Ce n'est pas toujours un disque, il y a des croissants. Alors, la Lune, ça ne se voit pas. Avec une lunette, on peut le voir. Et ça a été une étape fondamentale, parce que vous savez qu'à l'époque de Galilée, le courant majoritaire, enfin, il y a Copernic qui est passé par là, il y a un débat pour savoir si on est dans un système où tout tourne autour de la Terre, ou si plutôt la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Mais c'est un débat où il n'y a pas beaucoup d'arguments. Et là, Galilée il apporte un vrai argument. Il dit, si la Lune tournait autour de la Terre, comme le disent les gens qui croient au modèle géocentrique, la Lune serait toujours à la même distance de la Terre, il n'y aurait aucune raison que sa taille apparente change. Si la Lune, pardon, j'ai dit la Lune, mais je voulais dire Vénus. Si Vénus, parce que la Lune tourne autour de la Terre, si Vénus, je voulais dire Vénus, si Vénus et la Terre tournent toutes les deux autour du Soleil, quand elles sont du même côté, Vénus est près, elle est grosse. Quand elles ne sont pas du même côté, Vénus est plus loin, elle est petite. Ça, c'est quand même un argument assez solide. Et en plus, comme c'est le Soleil qui éclaire Vénus, eh bien, suivant les angles Terre, Vénus et Soleil, eh bien, soit on voit le Vénus en entier, soit on ne voit qu'un croissant, exactement de la même façon que pour la Lune. Et donc ça, c'est un vrai argumentaire, c'est la première fois qu'on donne un vrai argument solide pour dire « Ah ben oui, le système héliocentrique est bien meilleur, il permet d'expliquer cette observation, l'autre ne le permet pas. » Voilà. Aujourd'hui, plus personne ne doute que c'est bien celui-là qui est le bon. Donc voilà, une avancée majeure, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, mais c'est un des exemples de quelque chose qui a été compris à cette époque-là, grâce à Galilée. Alors je saute énormément d'étapes. À la suite de Galilée, on a utilisé des lunettes de plus en plus puissantes. Par exemple, Galilée avait observé Saturne, mais il ne comprenait pas bien ce qu'il voyait, il y avait une forme un peu bizarre. C'est la génération suivante avec des meilleures lunettes qui a fait montrer que c'était des anneaux, les fameux anneaux de Saturne. Voilà, ça s'est succédé jusqu'au 19e siècle. L'instrument roi, c'est la lunette. Les dernières grandes lunettes, par exemple la grande lunette de l'observatoire de Meudon, c'est des verres qui font presque 1 mètre de diamètre. Et au-delà de ça, on ne peut plus construire plus grand parce que le verre devient tellement lourd que quand on l'oriente la lunette, ça ploie et ça casse. Donc ça a été un peu la limite. Or, on veut construire des instruments toujours plus grands parce que plus la surface collectrice est grande, plus on reçoit de lumière et plus soit on peut détecter des objets très lointains, très faibles, ou alors pour les objets proches, voir des détails qu'on ne voyait pas avant. Donc à partir du XXe siècle, il y a une bascule des lunettes vers les télescopes. Les télescopes, comme surface collectrice, utilisent un miroir. Et on sait construire des très grands miroirs. Et en particulier, le télescope qui est ici, qui est le télescope Hooker au Mont Wilson, aux États-Unis, a été le premier télescope dans l'histoire de l'astronomie avec un miroir de plus de 2 mètres. Et l'astronome qui est au foyer ici, c'est une époque où il y avait encore un astronome au foyer, maintenant il y a beaucoup de câbles, d'ordinateurs et d'ingénieurs entre le foyer et l'astronome, les télescopes d'aujourd'hui, les grands télescopes en tout cas, mais là, voilà, c'est pas n'importe quel astronome, c'est Edwin Hubble. Et Edwin Hubble et ses collègues a été une génération bénie, ils ont été les premiers à utiliser cet instrument exceptionnel. Et à l'époque, on se posait une question qui était la suivante. Est-ce que l'univers se réduit à une seule grande galaxie? Vous savez que le Soleil est une étoile parmi à peu près 200 milliards d'étoiles dans un vaste ensemble qui est notre galaxie, la Voie lactée. Et en fait, comme on est dans la Voie lactée, soit on voit les étoiles qui sont très proches de nous autour, on les voit dans toutes les directions, c'est les étoiles qu'on voit le soir en sortant, et puis soit on ne voit ensuite que ce qui est dans le plan du disque que forme la Voie lactée, et c'est ça qui dessine cette Voie lactée dans le ciel. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que c'est ça l'univers, la Voie lactée, ou est-ce qu'il y a d'autres voies lactées, d'autres galaxies dans l'univers? Très bonne question. Et au cœur de ça, il y avait des discussions autour de ce qu'on appelait les nébuleuses spirales, comme Andromède. Et on se dit deux solutions, soit ces nébuleuses spirales, c'était des nuages de gaz, je ne sais quoi, dans la Voie lactée, soit c'était d'autres voies lactées beaucoup plus loin, et tellement loin qu'on ne distinguait pas bien ce qui se passait. Et donc, Hubble, grâce à ce télescope, a pu faire des observations beaucoup plus précises d'Andromède, et en particulier, sur ça c'est un cliché photographique d'Hubble, il y a marqué VAR, point d'exclamation, il a trouvé une étoile variable dans Andromède, une étoile qu'on appelle Céphéide. Or, quelques années auparavant, une grande astronome américaine, Henrietta Leavitt, avait mis au point une mesure de distance avec les Céphéides. Elles ont des propriétés particulières qui permettent de mesurer les distances. Et donc, Hubble, grâce à ça, a pu mesurer la distance d'Andromède et montrer que la distance était beaucoup, beaucoup plus grande que la taille de la Voie lactée. Et donc, c'était bien une autre Voie lactée beaucoup plus loin. Et ce jour-là, l'univers est devenu beaucoup plus grand. On a compris que l'univers
comprenait en fait des milliards et des milliards de galaxies comme la nôtre. Alors ça a été le début d'une grande histoire, et donc avec ses collègues, Hubble a étudié ces galaxies, et un des grands résultats qu'il a obtenu, je ne vais pas vous expliquer ce graphe en détail, mais c'est que la vitesse des galaxies augmente avec leur distance, et c'est une vitesse d'éloignement. Plus les galaxies sont loin, plus elles semblent s'éloigner de nous à grande distance. Et ça a complètement changé notre vision de l'univers. Ça veut dire que l'univers n'est pas statique, il n'est pas immuable, il n'a pas toujours été comme ça, il ne sera pas toujours comme ça. L'univers évolue, et en particulier, il est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas du tout évident et qui n'était pas du tout ce que les gens avaient en tête à cette époque-là. Ça a vraiment complètement changé la vie. Voilà, donc avec ces deux exemples, je vous montre comment des avancées instrumentales au départ débouchent sur des résultats très importants sur la vision de l'univers. Alors après, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'astronomie se limite à un seul messager, la lumière, et même une toute petite partie de ce messager, la lumière visible, celle auquel notre œil est sensible. Mais on sait aujourd'hui, ce que nous disent les lois de la physique, c'est que la lumière, c'est un phénomène beaucoup plus général, qu'on appelle les ondes électromagnétiques, et il y a plein de lumières possibles, à plein de longueurs d'onde possibles. Alors ça va depuis les grandes longueurs d'onde, les ondes radio, celles qu'on utilise pour les communications humaines, les micro-ondes, celles de votre micro-ondes, l'infrarouge, la lumière visible, les ultraviolets, qu'on essaye d'éviter quand on est un être humain, mais quand on est un astronome, on s'y intéresse aussi. Les rayons X, c'est ceux qu'on utilise pour faire les radiographies médicales. Ça commence à être de la lumière où chaque grain de lumière, chaque photon est suffisamment énergétique pour pouvoir pénétrer des matériaux, donc ça pénètre vos tissus, mais par contre c'est encore arrêté par les os, c'est pour ça qu'on peut faire une radiographie médicale. Et puis encore au-delà, les rayons gamma qui sont les plus énergétiques, qui traversent tout, qui sont extrêmement nocifs pour la vie humaine, mais qui en pratique sont arrêtés par l'atmosphère et qu'on ne peut observer que depuis l'espace. Et donc, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'observation se limite à la lumière visible. Et après la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle révolution, ça a été la révolution de l'astronomie multilongueur d'onde. On a commencé à observer les sources avec tous les types de lumière disponibles. Alors, je vais vous montrer l'intérêt de ça à travers un exemple emblématique qui est justement la fameuse galaxie d'Andromède, la galaxie favorite de Hubble. Donc, je vous montre Andromède avec de la lumière visible. Les couleurs ont été renforcées pour mieux accentuer les différences de couleurs. Ce n'est pas les vraies couleurs, d'accord ? Le rouge a été renforcé, le bleu a été renforcé. Mais c'est une qualité d'image dont aurait rêvé Hubble, d'accord ? Et la couleur ici est très intéressante parce que ce qui fait qu'une galaxie est très lumineuse, c'est parce que c'est un très grand ensemble d'étoiles. Et donc c'est la lumière de toutes les étoiles qui fait la lumière de la galaxie. Or, aujourd'hui, on comprend vraiment assez bien les lois de la physique des étoiles, et on sait en particulier qu'il y a une grande différence entre les étoiles de petite masse et les étoiles de grande masse. Les étoiles de petite masse ne sont pas très lumineuses, vivent extrêmement longtemps, et leur couleur est plutôt du côté rouge. Et les étoiles de grande masse sont très lumineuses, mais par contre meurent très jeunes, elles ne vivent pas longtemps, et elles sont beaucoup plus du côté de la couleur bleue. Donc qu'est-ce que nous dit cette image? Elle nous dit que dans la partie externe de la galaxie, avec la galaxie en forme de disque, et même on distingue un peu les bras spiraux, dans la partie externe, dans le disque avec la spirale, eh bien, il y a du bleu. C'est donc qu'il y a des étoiles massives. Or, les étoiles massives meurent jeunes. Ça veut donc dire que c'est des étoiles qui se sont formées récemment. Donc, c'est une région de la galaxie où on forme encore des étoiles. En revanche, dans la région centrale, c'est très rouge. Il n'y a plus d'étoiles massives. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus que des étoiles âgées. Il n'y a pas eu de formation d'étoiles récemment. C'est une première information intéressante. Puis, il y a une autre information pour laquelle on n'a pas la réponse encore, qui est que, visiblement, il y a des endroits où, dans cette région lumineuse, il y a des bandes sombres où la lumière ne passe pas. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est qu'il n'y a rien ou voilà. Ce genre de questions. Alors voilà, ça c'est l'information qu'on a avec que la lumière visible. Alors ensuite, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est développé en premier, c'est la radioastronomie. Donc des radiotélescopes pour écouter les ondes radio qui viennent de l'univers. Ça, c'est pourquoi en premier? Parce qu'on peut aussi le faire dans le sol. Il y a des gammes de longueur d'onde où on peut observer depuis le sol sans que l'atmosphère absorbe. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile à faire. Alors, on a construit des radiotélescopes, et donc voilà une image dans le domaine radio de la galaxie d'Andromède à la même échelle, avec la même orientation. Alors, dans le domaine radio, on ne voit pas du tout la même chose.
Qu'est-ce qui fait qu'un corps rayonne plutôt en radio, en visible, en infrarouge, etc. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons, mais la plupart des corps, ils rayonnent avant tout parce qu'ils sont chauds. Et c'est leur température qui dit dans quel domaine de longueur d'onde ils rayonnent. Par exemple, nous, vous, là, on ne se voit pas directement avec la lumière qu'on émet. On se voit uniquement avec la lumière du soleil qui rebondit sur nous. Et voilà. Nous, on émet de l'infrarouge. Si on avait une caméra infrarouge, on se verrait avec vraiment la lumière qu'on émet. Mais nous, on émet de l'infrarouge. Pour émettre de la lumière radio comme ça, c'est des conditions très particulières. En gros, c'est du gaz froid, d'hydrogène. Et précisément ici, c'est une carte qui est faite avec ce qu'on appelle la raie d'1 cm, qui est vraiment uniquement produite par l'hydrogène. Donc ce qu'on trace, c'est le gaz hydrogène dans la galaxie. Alors c'est super intéressant parce que qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a beaucoup plus de gaz dans la région externe que dans la région interne. Or, c'est dans la région externe qu'on forme toujours des étoiles, on n'en forme plus dans la région interne. Or, qu'est-ce que nous dit la physique aujourd'hui de la compréhension des étoiles? Eh bien que comment les étoiles se forment, c'est le gaz dans la galaxie qui s'effonce sous son propre poids et qui devient une étoile. C'est donc bien là où il y a du gaz qu'on attend des étoiles. Et ça marche, c'est cohérent. Et ça, on ne pouvait pas le savoir tant qu'on n'avait pas les ondes radio. Deuxième information qui est plus cachée dans l'image, mais qui en fait change complètement les choses, c'est que, bon, vous voyez que le disque est légèrement plus étendu, et puis avec les lois de la physique, on peut aussi mesurer à quelle vitesse ça tourne. Comment on fait ça? On utilise l'effet Doppler. Vous savez tous que si vous avez une ambulance qui vient vers vous, vous entendez le son plus aigu, puis une fois qu'elle s'éloigne, le son devient plus grave. Et la même chose pour la lumière. Si une source émet de la lumière en venant vers vous, sa lumière est décalée vers le bleu, si elle s'éloigne, c'est décalé vers le rouge. Le bleu, c'est l'équivalent de l'aigu, le rouge, c'est l'équivalent du grave. Le son est une onde, la lumière est une onde, c'est juste pas le même type d'onde. Et donc, avec cet effet Doppler, on peut mesurer à quelle vitesse ça tourne, et en fait, on trouve que ça tourne très vite. Ça tourne très vite, or, depuis Kepler, Newton, on sait les lois de pourquoi ça tourne, pourquoi la Lune tourne à cette vitesse-là autour de la Terre autour du Soleil, les étoiles dans la galaxie. Il y a en particulier ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler, on connaît ça. Et donc, à partir de la vitesse à laquelle ça tourne, on peut déduire combien il y a de masse au centre qui fait tourner. Et on trouve une masse très supérieure à la masse des étoiles qu'on voit là. Et ça, c'est un des grands mystères de l'astrophysique moderne. Il y a une masse cachée dans l'univers, dont on ne connaît pas la nature, qu'on détecte indirectement par les mouvements. Tout va plus vite que ce qu'elle devrait. Mais ça, c'est le problème qu'on appelle la matière noire. Ça fait presque un siècle qu'on bute là-dessus. Toujours pas la solution. Il y a des milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent là-dessus. Les progrès sont très lents. Mais voilà, en tout cas, il faut ces observations radio pour en arriver. Alors maintenant, je vous montre, je vais dans l'espace et je peux observer en infrarouge. Et je vous montre toujours à la même échelle, avec la même orientation, la galaxie d'Andromède dans l'infrarouge. Alors dans l'infrarouge, vous avez compris, c'est comme nous. Il faut des trucs pas trop chauds pour regarder l'infrarouge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les bandes les plus brillantes sont beaucoup plus fines que dans les autres images et coïncident assez bien avec les bandes sombres qui sont là. Et en fait, aujourd'hui, on sait ce qui se passe. C'est qu'une galaxie, c'est donc non seulement des étoiles, du gaz, et c'est le gaz qui forme les étoiles, de la matière noire, bon. Mais dans le gaz, il y a aussi des particules solides, qui sont très peu nombreuses, mais qui sont bien là, qu'on appelle la poussière interstellaire. Et cette poussière interstellaire, quand il y en a beaucoup, ça intercepte la lumière des étoiles, donc on ne voit plus la lumière dans celle-là. Mais par contre, cette lumière les chauffe suffisamment pour rayonner dans l'infrarouge. Vous voyez à nouveau la cohérence entre les différentes longueurs d'onde. Voilà. Alors ça, on commence, voilà, vous voyez à quel point on a une vision beaucoup plus complète de ce qui constitue une galaxie, une fois qu'on a tout le multilongueur d'onde, par rapport à l'image initiale que la lumière visible. Et je vous montre une dernière image, qui est la galaxie d'Andromède, toujours à la même orientation, toujours à la même échelle, mais cette fois en rayons X, des photons beaucoup plus énergétiques. Et alors là, ça ressemble vraiment plus du tout aux trois précédentes images. Parce que produire des rayons X, c'est vraiment très difficile. Pour produire des rayons X, il faut atteindre des millions de degrés, des températures très extrêmes. Les étoiles, normalement, en surface, ça n'atteint pas des millions de degrés. C'est pas... Le seul moyen pour atteindre ces énergies-là, c'est de faire la chute la plus terrible du monde. Vous savez très bien que quand on tombe, on gagne de l'énergie. Si je saute et que je retombe, je sens un impact dans mes jambes, parce que voilà, j'ai converti mon énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique, et puis brutalement le sol m'a arrêté, donc il a fallu que je dissipe mon énergie cinétique, j'ai senti tout. Là, en faisant ça, je prends un grand risque. Si je le fais en sautant d'1 ou 2 mètres, ça va encore. Si je saute de 5 mètres, je commence à prendre un risque. 15 mètres, sans doute, je suis plus là pour en parler.
Alors là, maintenant, imaginez qu'en fait, c'est une chute vers une étoile. Là, c'est pareil, quand la matière tombe sur une étoile, elle va acquérir de l'énergie cinétique et elle va chauffer. Mais si c'est sur une étoile normale, vous n'avez toujours pas des rayons X. Mais si vous tombez sur un objet extrêmement compact, un trou noir, une étoile à neutrons, dont je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, ce sont des objets où la matière est très ramassée dans un tout petit volume, où le champ de gravité est vraiment particulièrement extrême, et ben, vous gagnez tellement d'énergie en tombant qu'à la fin, vous êtes suffisamment chaud pour rayonner des rayons X. Donc ça veut dire que dans cette région centrale de la galaxie, il y a beaucoup de ces objets exotiques de trous noirs, étoiles neutrons. Or, que nous dit la physique des étoiles? C'est que les étoiles qui, à la fin de leur vie, explosent et deviennent des étoiles à neutrons, des trous noirs, c'est des étoiles massives. À quel endroit les étoiles massives ont disparu? Dans la région qui est là. À quel endroit on trouve les résidus, les objets compacts, les trous noirs et les atomes dans cette région-là? C'est à nouveau cohérent. Donc, on peut retenir deux choses. C'est l'extrême complémentarité entre les longueurs d'onde, qui nous montre à quel point on a une vision beaucoup plus complète de ce qui constitue une galaxie. Et puis, c'est quand même la cohérence des lois de la physique. Et ça, c'est ce qui nous anime tous, je pense, entre professionnels. C'est une construction intellectuelle qui est d'une puissance de prédiction absolument incroyable. Et je vous en ai d'autres exemples. Voilà, alors ça, c'était la lumière. Et ensuite, les nouveaux messagers. Eh bien, il y a un premier messager dont je vais très peu parler, qui s'est développé à partir des années 60, que sont les neutrinos, qui en particulier ont permis de mieux comprendre les mécanismes de production d'énergie dans les étoiles. Et puis, je vais surtout vous parler d'un autre messager, les ondes gravitationnelles, qu'on ne sait détecter que depuis 2015. Et ce n'est que depuis 2017 qu'on a eu une observation multimessager, c'est-à-dire le même phénomène observé avec les ondes gravitationnelles et avec la lumière. Donc c'est ça le sujet du soir. Si à un moment vous ne me suivez plus, vous ne me laissez pas parler tout seul, voilà. Alors, il faut que j'essaie de vous expliquer ce que sont les ondes gravitationnelles. Alors, bien sûr, vous avez tous suivi un cours de relativité générale, donc ça va être... Non, voilà, il faut peut-être que je vous explique la relativité générale. Donc, c'est toujours un peu délicat, parce que ce n'est pas la théorie la plus simple dans les théories physiques, mais je vais quand même essayer. Voilà. Alors, sans doute que, depuis que, j'espère en tout cas, depuis que vous êtes tout petit, on vous a appris que la Terre tourne autour du Soleil. Après, suivant ce que vous avez fait ensuite dans votre vie, vous en avez fait un peu plus ou pas, mais une des questions importantes, c'est de savoir pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Alors, je vais d'abord vous donner l'explication, qui est l'explication, on va dire, classique, celle introduite par Newton et ses successeurs. Que la Terre se forme, elle a une certaine vitesse. Ça, c'est les conditions initiales. Ce que nous dit Galilée en particulier, avec un grand principe de la physique qu'on appelle le principe d'inertie, c'est que si elle était restée isolée, s'il n'y avait pas une étoile à côté comme le Soleil, rien, indéfiniment, elle continuerait en ligne droite à vitesse constante. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Ça, c'est une grande loi de la physique, Galilée. Et ce que dit Newton, c'est que comme le Soleil n'est pas loin, Newton nous dit deux choses. Il nous dit premièrement, le Soleil exerce sur la Terre une force à cause de sa masse, c'est la fameuse loi de la gravitation universelle. Et Newton, qui est quand même quelqu'un d'assez fort, nous fournit la loi de la gravitation universelle. Et ensuite, Newton nous dit, quand on exerce une force sur un système, par exemple la Terre, eh bien on lui donne une accélération. Et donc, au lieu de continuer à vitesse constante en ligne droite, cette vitesse va changer, et en l'occurrence, elle peut changer en intensité ou en direction. Et donc, concrètement, c'est la force gravitationnelle exercée sur la Terre qui lui donne une accélération qui la fait tourner. C'est ça l'interprétation classique de ce phénomène. Et ça marche pour la chute de la pomme, pour la Lune autour de la Terre, pour le Soleil dans la galaxie. C'est une loi universelle de la gravitation. Einstein a complètement changé le point de vue sur cette question-là, avec une théorie de la gravitation plus avancée, qui, dans le régime des objets qui ne vont pas trop vite ou qui ne sont pas trop concentrés sur eux-mêmes, pas trop compacts, comme je le disais tout à l'heure pour les étoiles à pointe noire, ça donne la même chose, c'est vrai. Mais par contre, quand on commence à avoir des vitesses très élevées ou être très proche d'un objet compact, la loi classique de Newton ne marche plus du tout et celle d'Einstein marche très bien. Donc c'est une meilleure théorie. On dit qu'elle a étendu le domaine de validité de la théorie physique. Alors quel est le point de vue adopté par Einstein? Eh bien, la gravitation n'est plus une force, c'est une propriété de l'espace-temps. Donc l'espace-temps,
c'est l'objet physique dans lequel tous on vit. C'est un objet à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Alors pourquoi 3 dimensions d'espace? Parce qu'on peut tous aller dans une direction, dans une deuxième et dans une troisième. Donc voilà les 3 dimensions d'espace. Et ces dimensions d'espace, elles ont la propriété qu'on peut aller dans les deux sens. Je peux faire aussi ça. D'accord? Puis la 4e dimension, c'est le temps. Et là, il s'écoule dans le même sens pour tout le monde et on ne peut pas revenir en arrière. C'est une 4e dimension un peu particulière. On ne peut aller que vers le futur. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez voir cet objet comme ici, imaginons que c'est un instantané, un instant présent, un instant d'une coupe à 2 dimensions de cet espace à 3 dimensions, par exemple ce plan-là. S'il n'y a rien dedans, donc pas encore comme sur l'image là, eh bien ce que dit Einstein, c'est que c'est parfaitement plat. Et dans ce cas-là, si on lance un objet là-dedans, avec une vitesse initiale, ma Terre, comme tout à l'heure, je la forme avec une vitesse initiale, elle circule sur cet espace-temps parfaitement plat, elle continue à aller en ligne droite à vitesse constante, c'est le principe d'inertie. Je vous regarde parce que je sais qu'il ne faut pas que je dépasse une certaine limite. Ah ben non, on n'est pas filmé, donc tout va bien. J'ai même le droit d'aller jusque-là. Et donc, voilà, ça c'est le principe d'inertie en relativité générale. L'espace-temps plat, je lance mon objet, il continue indéfiniment à vitesse constante. Maintenant, que dit Einstein? S'il y a des objets massifs dans l'espace-temps, massifs ou si vous mettez de l'énergie, parce que c'est peut-être l'équation de la physique la plus connue dans la société en général, dans la théorie d'Einstein, il y a une équivalence complète entre la masse et l'énergie, c'est la fameuse formule E égale mc2. Voilà. Et donc vous mettez de la masse ou de l'énergie dans l'espace-temps, vous le courbez. Par exemple, vous mettez une étoile, localement, vous courbez l'espace-temps. Et donc maintenant, vous lancez votre Terre, elle continue tout droit à vitesse constante, mais dans un espace qui est courbé. Et donc concrètement, nous, on a l'impression qu'elle tourne autour du Soleil. Mais ce n'est pas que le Soleil est là. C'est juste qu'elle continue son chemin tout droit à vitesse constante, mais dans un espace qui est courbé par le Soleil. C'est-à-dire qu'en fait, le point de vue d'Einstein, c'est au lieu de dire la Terre tourne dans un espace plat, c'est la Terre va tout droit dans un espace courbé. Ça paraît idiot, mais c'est un changement assez profond de vision des choses. Alors on peut essayer d'imaginer une sorte c'est juste une analogie, mais pour essayer de mieux visualiser les choses, qui est illustrée par ça. Donc imaginez que vous achetez une nappe quadrillée. Vous allez dans le seul magasin à Cargèse qui vend des nappes quadrillées sans frottement. Très très rare, sans frottement. Donc vous mettez à plusieurs, la physique c'est plus sympa à plusieurs, donc vous mettez une personne à chaque coin de la nappe qui tend bien la nappe. Et donc vous avez réussi à faire un espace-temps bien plat. Donc un espace-temps qui est vide. Puis vous êtes la 5e personne, vous prenez une petite bille, c'est votre particule test, vous la posez sur la nappe, donnez une impulsion et vous vérifiez le principe d'inertie. Continue en ligne droite à vitesse constante. Vous ramassez la bille parce que bien sûr vous avez construit un espace fini. C'est très difficile d'avoir une nappe sans frottement infini. Donc voilà. Vous reprenez votre bille et avant de refaire l'expérience, vous mettez, je sais pas, une boule de pétanque au milieu de la nappe. Et vous refaites l'expérience et effectivement, vous la lancez, elle part en ligne droite et quand elle se rapproche de l'endroit courbé par la boule de pétanque, ben, vous la voyez infléchir sa trajectoire. Mais c'est parce qu'en fait, maintenant, elle se déplace dans un espace qui est courbé, une nappe qui est courbée par la présence de la boule de pétanque. Alors là, vous êtes presque mûr pour les ondes gravitationnelles. Il nous manque une dernière chose. C'est que maintenant, là, on a une vision un peu statique des choses. Vous voyez, vous avez un soleil immobile et puis la particule test qui tourne autour. Maintenant, imaginez qu'au lieu de mettre une boule de pétanque au milieu de la nappe, donc au lieu de mettre une étoile dans l'espace-temps, vous en mettez 2 qui tournent très très vite l'une autour de l'autre. Et donc ça va induire une vibration dans la nappe. Et c'est ça que l'équivalent dans l'espace-temps qu'on appelle une onde gravitationnelle. Donc c'est une perturbation de l'espace-temps qui se propage et qui est provoquée par un mouvement accéléré et rapide de masse dans une région. Et donc vous voyez, voilà, vos amis physiciens ou physiciennes viennent de faire ça. Donc vous vous approchez de la nappe et puis vous faites cette expérience particulièrement surprenante. Vous approchez la pulpe de votre index sur la nappe, et vous sentez cette infime vibration qui est provoquée par et vous venez détecter des ondes gravitationnelles. Il a fallu un siècle pour les physiciens pour réussir à le faire, entre la prédiction théorique d'Einstein en 1915 et la première détection en 2015. Donc voilà les ondes gravitationnelles. Alors comment on peut les détecter? En fait, c'est vraiment une infime perturbation. C'est un signal très 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 faible. Alors il y a une propriété très importante des ondes gravitationnelles qui permet de les détecter, qui est que donc concrètement, s'il y a par exemple une onde gravitationnelle qui traverse cette pièce,
comme ça perturbe un peu l'espace-temps, ça veut dire que les longueurs vont être légèrement modifiées. Et une propriété importante des ondes gravitationnelles, c'est que les longueurs ne sont pas modifiées de la même façon dans toutes les directions. Donc par exemple, si sur cette direction-là, ça s'allonge, sur cette direction-là, ça va se raccourcir, et puis le contraire. Alors j'ai toujours beaucoup de mal à le faire en phase, donc voilà, ça va faire un truc comme ça. Là, je suis une onde gravitationnelle qui se déplace. Voilà. Et donc je déforme les longueurs comme ça. Alors ça donne une idée pour les détecter. Il y a un dispositif qu'on appelle un interféromètre, où vous avez un faisceau laser qui arrive sur une lame qui sépare le faisceau laser en deux. Les faisceaux arrivent sur des miroirs, et au départ, si vous réglez bien les deux bras avec exactement la même longueur, quand les deux faisceaux reviennent, ils sont exactement en phase, et vous obtenez ici ce qu'on appelle une figure d'interférence. Les ondes s'additionnent, voilà. Exactement pareil que quand dans l'eau vous lancez deux cailloux, vous avez les ondes générées à la surface de l'eau qui vont interagir, et il va y avoir des vagues plus hautes, et voilà, c'est ça les figures d'interférence. Donc voilà la figure d'interférence. Et maintenant, si vous imaginez qu'il y a une onde gravitationnelle qui traverse l'interféromètre, elle va déformer les bras, les longueurs, mais pas de la même façon parce qu'ils ne sont pas dans la même direction. Et donc ça va dérégler l'interféromètre, la figure d'interférence va changer, et c'est comme ça qu'on va savoir qu'une onde est placée. Alors dit comme ça, c'est facile. En pratique, c'est assez difficile, parce que même si on construisait un interféromètre qui avait la taille de la Terre, le déplacement qu'on chercherait à mesurer serait plus petit qu'un atome. Beaucoup plus petit qu'un atome. Donc c'est très difficile à faire, et ça marche uniquement parce qu'on a un laser puissant, donc on ne fait pas le calcul sur un seul photon, mais statistiquement sur un très très grand nombre de photons, et parce que c'est des instruments les plus délicats du monde, avec tout ce qu'il faut, les miroirs sont amortis, enfin il faut vraiment avoir un contrôle de l'instrument. Ça a été un défi, il a fallu travailler pendant des dizaines d'années avant d'être capable de faire un instrument assez sensible pour le détecter. Alors, il y a actuellement plusieurs instruments dans le monde qui fonctionnent. Donc, en particulier, ceux de la découverte, les deux instruments américains, les deux LIGO. Alors, c'est quand même des grands instruments, hein. Chaque bras fait 4 km de long. D'accord? Donc, vous connaissez bien la forme de l'interféromètre. Et puis, l'interféromètre européen, Virgo, qui fait 3 mètres, chaque bras fait pas 3 mètres, 3 km de long. Voilà. Alors, je ne vais pas trop commenter ces figures un peu compliquées, mais elles vous donnent, en gros, elles vous disent, en fonction de la fréquence de l'onde, l'unité de fréquence c'est le hertz, mais peu importe, en fonction de la fréquence de l'onde, plus la courbe est haute, moins vous êtes sensible, plus la courbe est basse, plus vous êtes sensible. Donc en gros, ça vous dit dans quel domaine de fréquence vous êtes sensible. Et ça vous dit aussi ce qui limite cette sensibilité. Ce qui fait qu'on ne peut pas détecter les ondes à très basse fréquence, c'est juste que le sol vibre en permanence. Et beaucoup plus que ce que va vous donner l'onde gravitationnelle. C'est ce qu'on appelle le bruit sismique. Alors de ce point de vue-là, je n'ai jamais compris pourquoi Virgo avait été construit à côté de Pise, parce que Pise n'est pas forcément réputé pour la stabilité de son sol. Enfin voilà. Ce qui limite ensuite, essentiellement sur toute la gamme qui est là, la sensibilité, c'est tout simplement que tous les corps vibrent. À partir du moment où on n'est pas au zéro absolu, à partir du moment où on a une température, nos atomes vivent, c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. Tout vibre. Et ça, on cherche à détecter une vibration tellement infime que c'est en compétition. Ça limite. Et puis à très haute fréquence, ce qui limite, c'est la physique du laser. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le domaine de fréquence, c'est en gros entre quelques hertz et un millier d'hertz. Et c'est plus ou moins aussi le domaine de fréquence auquel votre oreille est sensible pour les ondes sonores. C'est bien sûr pas du tout des ondes sonores, mais c'est le même domaine de fréquence. Donc ça permet, quand on veut expliquer les choses, d'utiliser une analogie sonore, voilà, une analogie musicale, on pourrait dire. Donc j'utiliserai un peu plus tard. Alors maintenant, une fois qu'on a compris ce que sont les ondes gravitationnelles et comment les détecter, l'étape suivante, c'est savoir est-ce qu'il y a des sources dans l'univers susceptibles de produire un signal d'onde gravitationnelle suffisamment intense pour qu'on le détecte. Alors quand on fait ça, c'est très déprimant. Quasiment toutes les sources émettent des ondes gravitationnelles à un niveau tellement faible qu'on n'a aucune chance de les détecter en 2015, en 2050, en 2100, en 2200, dans un futur envisageable. En revanche, on arrive à comprendre qu'il y a quelques propriétés qui font que certaines classes d'objets très particuliers peuvent émettre de manière intense des ondes gravitationnelles. Et en particulier, il y a 3 conditions. Il faut bouger très très vite, ça on fait bien. Il faut que la masse soit très concentrée dans une toute petite région, donc des étoiles neutrons, des trous noirs. Et il faut que la masse et son mouvement ne soient pas répartis dans un truc trop sphérique. Moins on est sphérique, mieux c'est. Et donc de ce point de vue-là, les meilleures sources, c'est un système de 2 trous noirs ou 2 étoiles neutrons qui orbitent l'une autour de l'autre, parce que dans ce cas-là, le mouvement est dans un plan, c'est pas du tout quelque chose de sphérique. Et effectivement, c'était prévu depuis très longtemps que c'était les meilleures sources.
Et toutes les sources qu'on a détectées jusqu'à présent, c'est ça, et rien d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous montre cette vue d'artiste. Première phase, les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Bon, là, en l'occurrence, dans cette image, une des deux étoiles est une étoile à neutrons qu'on appelle un pulsar, donc oubliez le faisceau radio, c'est peu importe. C'est donc deux étoiles à neutrons. Et vous voyez qu'à cause de leur mouvement, il y a une vibration qui se propage dans l'espace-temps, qui n'est pas encore trop violente à ce stade-là. Mais vous voyez aussi qu'à cause de l'émission de ces ondes gravitationnelles, le système perd de l'énergie, et donc les deux étoiles se rapprochent. Et donc, au bout d'un moment, à force de se rapprocher, elles doivent se rencontrer, d'où le titre de la conférence. Et donc là, vous voyez qu'au moment où les étoiles vont se rencontrer, eh bien, la perturbation de l'espace-temps va être beaucoup plus grande. Et par ailleurs, comme c'est beaucoup de matière qui cogne avec beaucoup d'autres matières, on peut aussi imaginer que de la lumière va être émise. Donc, on peut espérer faire de l'astronomie multimessager, ondes gravitationnelles et lumière, pour détecter. Et puis une fois que les deux étoiles ont fusionné, alors là l'artiste il s'est un peu lâché, les physiciens diraient un peu autre chose, mais c'est pas très grave. En revanche, la région centrale, vous avez vu, il y a de la matière qui a été éjectée, mais il y a de la matière qui est restée au centre, et il y a un trou qui s'est formé dans l'espace-temps. En fait, la région centrale s'est effondrée en trou noir. Un trou noir, c'est un endroit où, quelque part, la courbure de l'espace-temps est tellement grande que vous avez un trou. Alors, la première détection a eu lieu en 2015. Juste pour vous montrer, les gens comme moi, comme mes collègues, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on produit? On produit des articles dans lesquels on expose nos résultats à la communauté scientifique. Ben voilà un article qui fera date. C'est l'article de la découverte des ondes gravitationnelles. Tout est dans le titre. Observation des ondes gravitationnelles issues de la fusion d'un système binaire de deux trous noirs. Alors, je vais vous montrer une simulation qui est une vraie simulation numérique faite par des physiciens avec les vraies lois de la relativité générale, et en prenant tous les paramètres correspondant à cette première détection, et qui va donc vous montrer les deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre et qui finissent par fusionner. Et pour qu'on puisse voir les trous noirs, par définition, un trou noir, c'est un astre dont le champ de gravité est tellement intense que rien ne s'en échappe, même la lumière. Donc, par définition, on ne peut pas les voir. Donc, pour pouvoir les voir, ce qu'on fait, c'est qu'on met derrière un ciel étoilé, une galaxie, et quand la lumière des étoiles passe près des trous noirs, l'espace-temps est tellement courbé que ça modifie sa trajectoire, ce qu'on appelle un effet de mirage gravitationnel. Et donc vous voyez que loin des deux trous noirs, le ciel ressemble à ce moment-là, mais près des trous noirs, le ciel est très déformé. C'est pas que les étoiles sont déformées, qu'elles ont bougé, elles sont toujours à la même place, mais la lumière de ces étoiles contourne les trous noirs pour nous parvenir à cause de la courbure de l'espace-temps. Et vous allez voir que quand les trous noirs vont se mettre à bouger, bien, toute cette région-là va être très dynamique à cause de ça. C'est comme ça qu'on arrive à visualiser les trous noirs. Et puis il y a la région centrale qu'on appelle la silhouette, dont la lumière ne s'échappe pas, qui est légèrement plus grande que l'horizon. Et donc, vous allez voir, au départ, vous avez donc deux trous noirs qui sont bien séparés, qui spiralent l'un autour de l'autre. Et puis à la fin, la fusion, dans le cas des deux trous noirs, c'est quand les deux horizons rentrent en contact. Vous allez voir, je vous décris tout parce que ça va aller très vite, c'est pour ça. Quand les deux horizons rentrent en contact, on n'a plus qu'un seul gros trou noir qui a une forme de cacahuète et qui très vite va se relaxer en un trou noir qui ne bouge plus, qui est circulaire. Et cette relaxation se fait par un dernier épisode d'émission d'ondes gravitationnelles. Maintenant, je vous laisse contempler. Je précise que pour qu'on y voit quelque chose, le temps a été ralenti d'un facteur 100. Voilà, les deux trous noirs spiralent autour de vous. Vous voyez la déformation de l'espace-temps autour. Quand les étoiles, on a l'impression que les étoiles du ciel bougent. Là, ils sont encore bien séparés, mais ils se rapprochent. Et la fusion est pour bientôt. Ça va aller très vite. Voilà, et voilà, ça se relaxe, c'est terminé. Vous avez vu, on a vu une toute petite vibration à la fin, c'est la relaxation, et après ça bouge plus. Donc je précise, hein, là, contrairement au dessin précédent, c'est un vrai calcul avec les lois de la physique, hein, qui reprend exactement les paramètres. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, je pense que je vais sauter quelques transparents, juste pour résumer, avec les lois de la relativité générale, quand on a ce genre d'événement, avec le signal qu'on mesure, donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, ça ne va pas trop vous parler, eh bien, on peut mesurer plein de choses. Alors, le signal qu'on mesure, c'est en gros la déformation relative des longueurs. Et donc 10-21, ça veut dire 0,20 et 1,1. Donc c'est un nombre très petit, ça veut donc dire que les longueurs n'ont quasiment pas bougé. C'est ce qu'on attendait, c'est très faible, mais on a réussi à le mesurer. Et donc vous voyez qu'on voit très bien que c'est une onde, vous voyez qu'il y a vraiment une oscillation, et on voit que ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire que la distance entre les pics
se rapproche de plus en plus. Et la fusion est ce moment le plus intense, et après il y a un tout petit signal de relaxation, et après ça ne bouge plus. Et ça vous montre la fréquence au cours du temps. On voit très bien qu'on commence dans le grave à basse fréquence avec un signal faible, et qu'on finit à très haute fréquence avec un signal beaucoup plus intense. Donc, si c'était un piano, on commencerait avec un pianissimo dans le grave, et on finirait avec un fortissimo dans l'aigu. D'accord? Sauf que moi, je n'arrive pas à faire un fortissimo dans l'aigu. Voilà. C'est ça qu'il va faire. Alors, ce signal, qui est donc un signal avec une fréquence qui augmente, en fait, il paraît que ça ressemble au gazouillis de je ne sais plus quel oiseau, et donc on l'appelle le gazouillis, le chirp en anglais. Et donc concrètement, si je faisais une vraie analogie musicale, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Et ça dure à peu près ça, ce qu'on a détecté, même un peu plus court que ça. Et avec ça, on arrive à mesurer plein de choses. Avec l'évolution en fréquence, l'amplitude du signal, on peut mesurer à quelle distance ça a lieu, sous quel angle on le regarde, et les masses des deux trous noirs, et les propriétés du trou noir final qui s'est formé quand ils ont fusionné. Tout ça en un seul coup, en mesurant tout ça. C'est pas facile, c'est de l'analyse délicate, mais les lois de la physique nous permettent de faire tout ça. Donc vraiment, chaque événement détecté apporte beaucoup d'informations. Alors, je saute tout ça, je vais vous expliquer. Et maintenant, une petite question intermédiaire, c'est justement, revenons un peu sur cette question d'où viennent les étoiles à neutrons et les trous noirs. Si vous prenez une étoile normale, une étoile comme la nôtre, le Soleil, vous avez une image à haute résolution du Soleil, une question qui a beaucoup occupé les physiciens au XXe siècle, c'est savoir quelle est la source d'énergie du Soleil. Et la réponse, eh bien, le Soleil est en fait une centrale nucléaire. Dans le cœur du Soleil, le gaz d'hydrogène, le Soleil est composé majoritairement d'hydrogène, l'hydrogène est transformé en hélium. Alors, vous savez peut-être que la matière est constituée d'atomes, qu'un atome c'est un noyau avec des électrons autour. Bon, dans le Soleil, les électrons ils sont arrachés, c'est trop chaud, donc il ne reste plus que les noyaux. Et un noyau, c'est constitué de particules élémentaires qui sont les protons et les neutrons. Ce qui fait qu'on est de l'hydrogène, de l'hélium, de l'oxygène, du carbone, ça, c'est le nombre de protons. Donc, l'hydrogène, c'est le noyau le plus simple, c'est un proton. L'hélium, c'est le deuxième noyau le plus simple, c'est 2 protons, 2 neutrons. Alors, comment ça marche? Eh bien, il faut que 4 protons s'assemblent, qu'au passage, 2 protons se changent en neutrons, et vous avez un hélium. C'est ça la fusion d'hydrogène. Alors, ça ne peut se faire qu'à très haute température, donc dans le cœur du Soleil, on a une température de l'ordre de 10 millions de degrés. Alors, les physiciens, quand ils ont compris ça, ils se sont dit, est-ce qu'on peut le prouver? Parce qu'on ne voit pas l'intérieur du Soleil. Et ce que disent les lois de la physique nucléaire, c'est qu'à chaque fois que vous formez un noyau d'hélium à partir de 4 protons, vous transformez 2 protons en neutrons, et ça s'accompagne de l'émission de 2 particules très particulières qu'on appelle les neutrinos, qui sont des particules qui ont la propriété de très peu interagir avec le reste. Donc elles peuvent voyager sur des distances incroyables sans jamais interagir. Donc ils se sont dit, ben, essayons de détecter ces neutrinos. Alors, parce que si on arrive à les détecter, on prouvera qu'il y a bien des réactions nucléaires qu'on pense au cœur du Soleil. Alors en pratique c'est difficile, parce que je vous l'ai dit, les neutrinos ça n'interagit pas, donc ça va traverser le détecteur sans le voir. Donc c'est ça qui est difficile. Alors il faut construire des détecteurs gigantesques pour que quand même on ait quelques-uns qui soient arrêtés. Alors on a su le faire. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vous montre un des principaux qui est encore en fonctionnement, qui est le détecteur japonais, qui s'appelle Kaiokande. Ici, c'est même Super Kaiokande. C'est une piscine de 50 000 tonnes d'eau. C'est vraiment, quand je dis un gros détecteur, c'est un gros détecteur. Vous pouvez vous rendre compte, parce que là, c'était une photo qui a été prise dans une phase de nettoyage, et donc le niveau d'eau est là, et là, vous avez une barque avec des physiciens qui sont en train de vérifier tous les détecteurs sur les parois de la piscine. Vous voyez à quel point c'est un détecteur gigantesque, hein, c'est dans une mine au Japon. Et quand un neutrino traverse Super Kaiokande, la plupart du temps il le traverse sans le voir, mais il y a une toute petite probabilité d'interagir avec une des particules de l'eau. Et quand ça se produit, ça produit un tout petit peu de lumière qui est détectée par les détecteurs qui sont sur les parois. C'est comme ça qu'on sait qu'un neutrino a été détecté. Et voilà donc un résultat qui est assez spectaculaire, même si l'image n'est pas très belle, qui est une image du Soleil en neutrino. C'est-à-dire que le signal de Super Kaiokande, forcément, on ne voit pas les neutrinos avec un truc, donc le code couleur code l'intensité du flux de neutrinos mesuré par Kaiokande, et c'est centré sur le Soleil. Donc ça nous dit bien que le Soleil est un émetteur de neutrinos. Et donc ça prouve bien qu'il y a des réactions nucléaires au cœur du Soleil. Alors cela dit, ça montre aussi que l'astronomie neutrino est encore très difficile, parce que la tâche ici fait à peu près 40 degrés, alors que le diamètre apparent du Soleil dans le ciel, c'est plutôt un demi-degré. C'est-à-dire qu'on ne résout pas du tout le Soleil, et c'est pas envisageable à horizon voilà, proche de pouvoir le faire.
Et pour produire cette image, il a quand même fallu un temps de pause de 500 jours. Ça vous montre à quel point c'est dur de limiter le truc. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'hydrogène dans le cœur? Eh bien, le Soleil n'a plus de source d'énergie provisoirement puisqu'il n'y a plus d'hydrogène à transformer en hélium. Donc le cœur va commencer à s'effondrer sous l'effet de son propre poids. En s'effondrant, il va devenir plus dense et plus chaud. Et il va devenir suffisamment chaud pour qu'un nouveau cycle de fusion nucléaire commence. Cette fois, on a de l'hélium, donc fusion de l'hélium. Et qu'est-ce qu'on fait avec de l'hélium? Du carbone. Donc c'est ça qui va se produire. Pour des raisons un peu compliquées, alors que le cœur se sera un peu concentré pour permettre ça, l'enveloppe, elle va gonfler. Et donc le Soleil va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Et puis au bout de la phase où on brûle de l'hydrogène, ça fait déjà à peu près 4 milliards et demi d'années que le Soleil fait ça, et il a encore à peu près la même durée. La phase où ça brûle l'hélium, c'est plus court, entre 1 et 2 milliards d'années. Et puis à la fin, de nouveau, il n'y a plus d'hélium. Donc à nouveau, le cœur ne produit plus d'énergie, donc il n'y a plus rien, donc il recommence à être soumis à la gravité, il se concentre sur lui-même, il chauffe, mais il ne va pas atteindre une température suffisante pour commencer à brûler le carbone. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va atteindre une nouvelle configuration d'équilibre où la matière est tellement dense qu'il y a un effet nouveau, qui est prédit par la mécanique quantique, qui crée une force de pression suffisante pour équilibrer le poids, pour équilibrer la gravitation. Et donc il ne bouge plus, il est à l'équilibre. C'est ce qu'on appelle la configuration atteinte, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Pourquoi une naine? Parce que c'est beaucoup plus petit qu'une étoile normale. Et pourquoi blanche? Parce que c'est très très chaud, donc ça émet de la lumière blanche. Donc le Soleil deviendra une naine blanche. À peu près 60% de la masse sera dans la naine blanche, et le reste de l'enveloppe va être expulsé pour former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc voilà un exemple de nébuleuse planétaire qui vous donne une idée de ce à quoi ressemblera le Soleil et son environnement dans 5-6 milliards d'années. Et voilà, c'est une fin de vie intéressante, mais ce n'est pas ce que l'univers a de plus original à proposer. C'est ce qui arrive à la majorité des étoiles, parce que la grande majorité des étoiles sont des étoiles pas trop massives comme le Soleil. Mais si au contraire vous êtes une étoile très massive, par exemple vous faites 15 fois la masse du Soleil, à chaque fois que vous épuisez votre carburant nucléaire dans votre cœur, sous l'effet de votre poids, vous vous contractez. Cette fois, comme vous êtes suffisamment massif, vous vous contractez suffisamment pour atteindre une nouvelle température qui permet un nouveau cycle de fusion. La fusion d'hydrogène, ça se fait à peu près 10 millions de degrés. La fusion de l'hélium, 100 millions de degrés. Et tous les autres épisodes, c'est au-delà du milliard de degrés. Donc c'est vraiment des températures très très intenses dans le cœur. Donc après avoir brûlé l'hydrogène, vous brûlez l'hélium. Ensuite, je dis brûler, mais ce n'est pas de la combustion chimique, hein, c'est de la fusion nucléaire, on est bien d'accord. Ensuite, vous brûlez le carbone, l'oxygène, là, le magnésium. À la fin, vous avez du silicium, et le silicium, il donne du fer. C'est le dernier épisode, et on peut montrer que ces épisodes sont de plus en plus rapides. La dernière étape, fusion du silicium, ça dure à peu près une journée. Et une fois que vous avez produit du fer, vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que le fer, dans tous les éléments qui existent dans la nature, c'est le plus stable. On ne peut pas fabriquer d'énergie avec des réactions qui impliqueraient du fer. Ça coûterait de l'énergie de détruire le fer pour faire autre chose. Donc, c'est fini, plus de fusion nucléaire possible. On est allé au plus loin qu'on pouvait aller le faire. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, le cœur, dans ce cas-là, de nouveau ne produit plus d'énergie, donc il commence à se contracter sur lui-même, mais il est devenu très très dense lui aussi, donc il est un peu dans le même état que la naine blanche que deviendra le Soleil. Donc on pourrait se dire, ah ben, très bien, cet effet quantique dont je parlais va se mettre en marche, et va créer une force de pression qui va arrêter le poids, et ça va donner une naine blanche de fer. Mais en fait, il y a un très grand astrophysicien du XXe siècle, Chandrasekhar, qui a montré que la configuration de naine blanche, elle n'est possible que jusqu'à une certaine masse. On appelle aujourd'hui la masse de Chandrasekhar, en mémoire de cet astrophysicien. Et au-delà de cette masse, l'équilibre n'est plus possible, ça s'effondre sur lui. Et le cœur de fer, il est au-delà de cette masse. Donc il ne va pas s'arrêter au stade naine blanche, il va s'effondrer sur lui-même. Et c'est une chute assez violente. On peut montrer que ça va se produire en un temps très court. En gros, le cœur de fer, à la fin de la vie d'étoile massive, il fait à peu près 1,5 fois la masse du Soleil, mais concentré dans une taille qui est déjà la taille de la Lune, beaucoup plus petite que la. Et 200 millisecondes plus tard, 2 dixièmes de seconde plus tard, eh bien, il s'est concentré au point de faire la taille du Grand Paris, 10 km. À ce stade-là, la matière est tellement concentrée, tellement dense, que chaque gramme de l'étoile qui s'est formée, qu'on appelle étoile à neutrons, fait à peu près 1 milliard, voire quelques milliards de tonnes. Donc on est à des densités absolument hallucinantes, qui sont bien sûr impossibles à reproduire au laboratoire, et c'est une des autres choses que l'astrophysique a à offrir à la physique, c'est la possibilité de tester les lois de la physique dans des régimes qu'on ne peut absolument pas reproduire sur Terre, mais qui existent dans l'univers. C'est la matière la plus dense qu'on connaisse. Alors ça se produit, je vous ai dit, en 2/10
dixièmes de seconde. Le cœur, c'est devenu une étoile à neutrons. Mais le reste de l'enveloppe de l'étoile, lui, il n'a pas réagi en 2 dixièmes de seconde, c'est un neutron. Puis au bout d'un moment, ah ben mince, le sol a disparu. Donc l'enveloppe commence à tomber. Elle tombe, mais elle rencontre quoi? L'étoile à neutrons. Le mur le plus dur de l'univers. Je dis, des milliards de tonnes de centimètres cubes. Donc en rencontrant ce mur, ça va cogner, ça va rebondir, et c'est à ce moment-là qu'on passe d'une implosion à une explosion. L'enveloppe va rebondir sur l'étoile à neutrons, et il va y avoir une onde de choc qui va se propager dans l'enveloppe, et quand elle atteint la surface, l'ensemble de l'enveloppe est maintenant à très grande vitesse, très grande température, et c'est là qu'on dit que l'étoile explose. Et donc c'est ce qu'on appelle une supernova. Alors les supernovas sont des phénomènes rares mais spectaculaires, et par exemple en 1054, il y a eu une supernova dans notre galaxie qui a été observée par les astronomes, en particulier chinois, mais pas que, qui ont noté très soigneusement dans quelle région du ciel avait eu lieu ce phénomène. Donc eux, ils ont eu l'impression que c'était une étoile brillante qui apparaissait. C'est ça qu'ils ont décrit. Mais en fait, 10 siècles plus tard, quand on va voir, on voit ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une étoile qui a explosé ici, et qui a dégagé tellement d'énergie que, encore aujourd'hui, ça impacte très grandement cette région de la galaxie. Vous avez une onde de choc qui se propage, et qui se propage encore à des milliers de kilomètres par seconde, alors qu'on est déjà 10 siècles après l'explosion. Donc c'est ça une supernova. C'est un phénomène très spectaculaire. Et donc ici, c'est le reste de la supernova de 1054. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et donc, ce qu'on prédit, c'est qu'au cœur de la nébuleuse du crabe, il doit y avoir une étoile à neutrons. Et justement, on la voit. On la voit grâce aux rayons X, parce que, au voisinage d'une étoile à neutrons, on chauffe tellement qu'on produit des rayons X. Donc, vous avez l'étoile à neutrons qui est là, qui n'est pas résolue, hein, c'est un objet de 10 km, mais qui est la source brillante. Et puis, vous voyez qu'il y a un vent de particules émis par l'étoile à neutrons qui vient ensuite cogner contre la nébuleuse. C'est ce qu'on appelle le vent du pulsar, et qui accélère des particules et produit des rayons X. Donc c'est très cohérent par rapport à ce que nous dit la physique. Il y a bien eu formation d'étoiles à neutrons au moment de l'explosion de cette étoile. Ça, c'est ce que devient la majorité d'étoiles massives. Mais si le cœur qui s'effondre est suffisamment massif, même le stade étoile à neutrons n'est plus stable. Dans le stade étoile à neutrons, ce qui permet l'équilibre, c'est que les neutrons sont tellement proches les uns des autres que ça crée une pression très très forte qu'on appelle la pression nucléaire. Et cette force de pression équilibre le poids. Mais si le cœur est trop massif, même la pression nucléaire n'est plus suffisante pour équilibrer le poids. Et on ne connaît aucune autre force encore plus intense que ça. Donc, rien n'arrête l'effondrement. Et c'est là qu'on forme un trou noir. Donc, un trou noir, c'est vraiment l'objet le plus exotique de la physique. C'est une région de l'espace-temps qui s'est effondrée et rien n'a arrêté l'effondrement. Alors, ici, les traits symbolisent des trajectoires de photons qui s'échappent de la surface de l'étoile en train de tomber. Donc vous imaginez que le temps va dans ce sens-là et que c'est une coupe de l'étoile. Vous voyez que l'étoile s'effondre, elle est de plus en plus petite. Au début, les photons qui partent de la surface s'échappent et vont jusqu'à un observatoire infini. Mais au bout d'un moment, l'espace-temps est tellement courbé que même les photons ne peuvent plus s'échapper. Et c'est là qu'on a un trou noir. Donc, et à la fin, toute la matière est concentrée dans un trou dans l'espace-temps au centre. On appelle la singularité. Alors, en théorie, on ne peut donc pas voir les trous noirs, puisque la lumière ne s'en échappe pas, mais on peut savoir qu'ils sont là, soit par des effets comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, des effets de déformation des trajectoires lumineuses, qu'on appelle des effets de mirage gravitationnel, soit autre possibilité, comme je le dis, s'il y a de la matière qui tombe vers un trou noir, elle va chauffer tellement qu'elle va produire beaucoup de lumière très intense en rayons X. Et donc, la configuration standard, c'est un couple avec un trou noir et une étoile compagnon. La matière de l'étoile compagnon est arrachée, tombe vers le trou noir, alors elle ne tombe pas en ligne droite parce qu'elle tombe en tournant, donc elle forme un disque, mais elle finit par arriver là, cette chute la chauffe et ça produit des rayons X. Et avec les télescopes X aujourd'hui, on observe beaucoup de ces sources. Et c'est comme ça qu'on peut étudier en partie les trous noirs. Alors un autre exemple très très célèbre, je suis sûr ça a fait je sais que ça a fait la une de tous les journaux quand ça a été possible, ça a été une image du trou noir qui est au centre de la galaxie M87. C'est une grosse galaxie elliptique pas très loin de chez nous. Et dans cette galaxie, il y a un truc bizarre. Visiblement, la région centrale est très très intense et puis il y a de la matière qui s'en échappe sous forme d'un jet. Et en fait, on sait aujourd'hui que c'est parce qu'au centre de cette galaxie, il y a un trou noir supermassif, que la matière qui tombe vers ce trou noir chauffe et elle produit donc cette lumière. Bon, comme c'est supermassif, ça produit plutôt de la lumière visible que de la rayons X, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, une partie de l'énergie dégagée sert à éjecter de la matière à très grande vitesse, même à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et donc, grâce au progrès de la radioastronomie,
et en particulier la capacité de faire fonctionner ensemble plein de radiotélescopes partout dans le monde, ce qu'on appelle l'interférométrie, donc des télescopes en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, enfin, un grand réseau de télescopes. C'est comme si on avait un immense radiotélescope de la taille de la Terre, et donc on peut avoir des images d'une très très grande précision. Et donc là, vous avez la taille de cette image-là, c'est le point central. D'accord? Et qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez en fait la région immédiatement au voisinage du trou noir, avec en particulier la silhouette au centre dont la lumière ne s'échappe pas, et une région très lumineuse autour. Donc ça prouve bien qu'il y a un trou noir dans cette galaxie. Là, ça marche parce que c'est un trou noir très très gros qui fait des milliards de masses solaires. On n'a aucune chance de pouvoir faire ce genre d'observation pour les trous noirs qui sont les résidus d'étoiles. Ils sont beaucoup trop petits. Mais la physique est la même. Alors toujours avant de conclure avec l'événement que je vous ai annoncé, mais le suspense monte, il faut que je fasse une autre parenthèse. Après vous avoir expliqué d'où viennent les étoiles à neutrons et les trous noirs, il faut que je vous explique d'où vient la matière dont je vous ai parlé. Je vous ai dit l'étoile est faite d'hydrogène et elle transforme en hélium, mais d'où viennent ces atomes? Alors voilà un graphe qui vous montre la répartition des éléments chimiques dans l'univers. Donc en gros ici ça vous donne le type d'élément, c'est le nombre de protons dans le noyau, donc vous avez l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le nickel, le plomb, l'or, l'uranium. Donc ici on a ce qu'on appelle plutôt les noyaux légers, très peu de protons et de neutrons, et ici les noyaux très très lourds. Voilà. Alors vous voyez que ça vous donne l'abondance, et c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez de gradation, vous divisez par 10 le nombre. Donc ça veut dire qu'il y a 10 fois moins d'hélium que d'hydrogène, et il y a beaucoup moins de tout le reste. Donc l'univers c'est composé à grande majorité d'hydrogène et d'hélium, et le reste c'est 1%. Mais 1% important, parce qu'on ne serait pas là sans le reste. Pour faire un corps humain, il ne faut pas que de l'hydrogène et de l'hélium. Même qu'il n'y a pas beaucoup d'hélium. Alors, d'où viennent ces éléments? Aujourd'hui, on sait que du fait de l'expansion de l'univers, on sait que dans le passé, l'univers a été beaucoup plus chaud, beaucoup plus dense. Et donc il y a eu une phase dans le passé de l'univers qui était suffisamment chaude et dense pour que des réactions nucléaires puissent avoir lieu, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Et c'est le moment où on a formé l'hydrogène et l'hélium. Et l'univers reste marqué par ça, ça reste les deux composantes majoritaires. Tout le reste, quelque part, est lié aux étoiles. Alors, essentiellement, tous les éléments du carbone jusqu'au fer, ils sont produits par les étoiles. Je vous ai dit, par exemple, le Soleil va brûler son hydrogène en hélium, puis son hélium en carbone. Donc, le Soleil va produire du carbone. Et à la fin, quand il va y avoir la nébuleuse planétaire qui va se former, quand le cœur va devenir une naine blanche, la matière expulsée, elle va donc contenir ces éléments chimiques qui ont été produits pendant la vie du Soleil, et donc vont les apporter à la galaxie. Et ainsi, la galaxie, progressivement, a de plus en plus d'éléments chimiques un peu plus avancés que simplement l'hydrogène. En revanche, ah oui, pardon, alors ça, vous savez que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, et donc il y a cette citation célèbre de Carl Sagan, l'azote dans notre ADN, le calcium dans nos dents, le fer dans notre sang, précisément dans notre hémoglobine, c'est ça qui donne la couleur rouge, le carbone dans nos tartes aux pommes ont été faits à l'intérieur d'étoiles qui s'effondrent, parce que une grande partie de cette nucléosynthèse se fait aussi lors des explosions d'étoiles dont je vous ai parlé. We are made of star stuff, ce que ensuite Hubert Reeves a popularisé en français en Nous sommes de la poussière d'étoiles. Et franchement, moi je trouve ça très réjouissant. Je ne trouve pas que ça donne une valeur à l'être humain encore plus grande que nous sommes de la poussière d'étoiles. Et il y a quand même une question, c'est les éléments lourds d'où ils viennent. Parce que dans ce que je vous ai raconté, je vous ai dit on va jusqu'au fer, mais après. Voilà. Alors ça c'est beaucoup plus compliqué du point de vue de la physique nucléaire. Et alors dans les éléments lourds, il y en a qu'on aime bien, par exemple l'or. D'où vient l'or de mon ami? C'est pas facile pour faire de l'or, hein. C'est déjà 79 protons. C'est 79 fois plus de protons que l'hydrogène. C'est vraiment un noyau lourd. Alors ce que disent les physiciens nucléaires, c'est que la seule méthode connue, c'est de partir d'un noyau déjà assez lourd, typiquement dans la région autour du fer, et de le bombarder de neutrons pour que les neutrons rentrent dans le noyau, donc ça fait grossir le noyau, mais ça vous donne un nouvel élément où il y a plein de neutrons et pas beaucoup de protons. Et ça c'est très instable. La physique nucléaire vous dit que les noyaux stables, ceux qui ne sont pas radioactifs, on est plutôt proche de l'égalité, même nombre de protons et de neutrons. Un tout petit peu plus de neutrons que de protons, mais pas trop. Et donc ça veut donc dire que les noyaux que vous avez fabriqués, ils sont instables, ils sont radioactifs. Et ils vont désintégrer leurs neutrons pour devenir des protons, et ils vont redevenir des noyaux stables. Et donc c'est en deux temps. On bombarde de neutrons, et après, par radioactivité, on redevient stable.
Et donc, ça, c'est un mécanisme qui est identifié, mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des endroits dans l'univers où on peut avoir un bombardement de neutrons comme ça, qui permet de faire de molécules. Et pendant longtemps, on ne savait pas trop. Voilà. Alors, une information supplémentaire, c'est que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand je vous ai montré Andromède, si vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé dans les 3 premières minutes, que les étoiles se formaient par l'effondrement du gaz dans les galaxies. Et en fait, quand ce gaz s'effondre, il ne forme pas une seule étoile, il se fragmente et il forme plein d'étoiles d'un coup. Et donc, il y a une grande probabilité que certaines de ces étoiles restent liées et tournent l'une autour de l'autre. Et ça, on l'observe, la grande majorité des étoiles sont dans des systèmes binaires. Ce n'est pas des étoiles isolées comme le Soleil, c'est des étoiles qui ont un compagnon. Et donc voilà, vous avez ici un exemple de région de formation d'étoiles, où ce n'est pas une étoile qui se forme, mais des milliers d'étoiles qui se forment en même temps, et une partie de ces étoiles vont rester liées en tournant autour de l'autre. Ça veut donc dire que si vous arrivez à former un système avec 2 étoiles massives, une fois que les deux auront explosé en supernova, eh bien vous aurez un système avec 2 étoiles à neutrons ou 2 trous noirs. Et ça y est, on a enfin trouvé le chemin qui nous mène vers les sources potentielles non gravitationnelles. Alors, on observe des systèmes comme ça. Et par exemple, il y a un système qui est observé depuis les années 70 avec 2 étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre. On observe avec des radiotélescopes, parce qu'une des 2 étoiles est un pulsar, donc elle émet un faisceau radio qu'on peut détecter. Et en fait, ces étoiles à neutrons, elles tournent très vite sur elles-mêmes. Donc le faisceau radio fait ça, et il passe une fois par rotation dans votre direction. Et donc vous pouvez mesurer ça, et c'est une horloge hyper précise. Donc grâce à ça, on peut chronométrer très précisément le temps qu'il faut pour faire un tour, que les 2 étoiles fassent un tour l'une autour de l'autre, et l'étudier au cours du temps. Et on s'aperçoit que le temps est de plus en plus court, c'est-à-dire que ça tourne de plus en plus vite. Et ça correspond à la prédiction de la relativité générale. Ça émet des ondes gravitationnelles, et donc les 2 étoiles à neutrons se rapprochent et tournent de plus en plus vite l'une autour de l'autre. Et là, vous avez les points de mesure en rouge pendant des décennies, vous voyez, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, et en bleu, la prédiction de la relativité générale, et d'accord, est assez spectaculaire. Pendant très longtemps, ça a été un des meilleurs tests de la relativité générale. Et donc, automatiquement, on en arrive à la fin. Si les 2 étoiles se rapprochent, elles doivent se rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas toujours le cas en physique, mais là, c'est un exemple où on avait eu beaucoup de temps pour travailler, pour essayer de prédire ce qui allait se passer avant que ce soit observé, parce qu'il a fallu très longtemps avant de pouvoir détecter les ondes gravitationnelles. Et donc, on avait des prédictions assez précises avant 2017. Donc, la première chose qui se passe, c'est que quand les 2 étoiles à neutrons se rencontrent, eh bien, vous avez de la matière qui est éjectée à très grande vitesse. Et cette matière, elle vient des étoiles à neutrons, elle est très chauffée, très comprimée, hein, c'est une collision très violente, et elle est très riche en neutrons, parce qu'elle vient des étoiles à neutrons. Et donc, c'est un site très favorable à ces fameuses réactions nucléaires, capables de produire des éléments lourds. Alors, à quoi on s'attend? On s'attend donc à ce que cette matière éjectée, et c'est un schéma bien sûr, soit un lieu où on fabrique des éléments lourds, qui, comme je vous l'ai dit, sont initialement radioactifs, donc ils vont chauffer par radioactivité l'éjectable, qui va se refroidir en rayonnant. Et on est capable de calculer ça, et ce qui était prédit, c'est un phénomène lumineux, mais pas trop, qui dure à peu près 1 semaine, et dont la lumière doit piquer plutôt dans le domaine visible ou infrarouge. Donc il y avait une prédiction, il y avait même déjà un nom, on appelle ça une kilonova. Ensuite, ça vous donne une solution potentielle. Si on arrive à prouver que c'est vrai, ça vous donne une solution potentielle pour un site astrophysique pour faire former ces éléments très rares, mais qui existent comme l'homme. Je peux juste vous montrer ça, c'est rigolo, c'est un calcul de physique nucléaire. Donc chaque point ici, c'est un noyau possible, avec un certain nombre de neutrons, c'est l'axe ici des X, et un certain nombre de protons, c'est l'axe des Y. Chaque point, c'est une combinaison de neutrons-protons qui correspond à un atome. Les lignes, c'est les mêmes éléments chimiques. Et les cases noires, c'est les seuls noyaux stables dans la nature. C'est ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Et vous voyez que ça suit à peu près nombre de protons égal à nombre de neutrons. Et donc vous allez voir les réactions nucléaires qui se passent suite à la fusion de 2 étoiles à neutrons. Vous allez voir qu'au départ, vous allez former plein de noyaux très lourds, mais qui sont tous là, parce qu'ils ont beaucoup trop de neutrons. Et ensuite, par radioactivité, ils vont revenir vers la vallée de la stabilité. Et l'or stable est ici. Vous allez voir qu'on va faire de l'or stable. Donc voilà, là on a des noyaux très instables, très radioactifs, ils ont beaucoup trop de neutrons. Donc ils transforment leurs neutrons en protons, ça chauffe l'éjectable, ça produit de l'énergie. Et progressivement, ils transforment leurs neutrons en protons et ils se rapprochent de la vallée de la stabilité. Et voilà, alors on y est presque. Et voilà, ça y est, on a de l'or. Et donc, moi j'aime bien regarder cet anneau et me dire que l'or de cet anneau a été conçu dans une fusion de 2 étoiles à neutrons qui a donc eu lieu avant la naissance du Soleil,
de manière à ce qu'ensuite la matière dispersée enrichisse le milieu interstellaire, jusqu'au moment où le gaz s'est effondré pour former l'étoile qu'elle seule. Ma femme me dit toujours que je ne devrais pas penser qu'à ça quand on parle de cet anneau, mais voilà. Alors ça, c'est donc la kilonova. Ensuite, vous avez remarqué que sur mon schéma, toute la matière n'est pas éjectée. Une grande partie de la matière, comme je vous l'ai dit, va s'effondrer au centre pour faire un trou noir que, astucieusement, j'ai dessiné ici avec un rond blanc. Parce qu'il faut savoir raisonner juste avec un schéma faux. Voilà. Et puis, il y a une partie de la matière qui ne tombe pas dans le trou noir, mais qui n'est pas expulsée, qui reste liée gravitationnellement au trou noir et qui orbite autour en faisant un disque d'accrétion. Et dans l'univers, à chaque fois qu'on a un disque d'accrétion autour d'un trou noir, je vous en ai montré un exemple tout à l'heure, eh bien on sait que c'est capable d'éjecter, que l'énergie libérée par la chute du disque vers le trou noir produit suffisamment d'énergie pour permettre d'éjecter un jet à très très grande vitesse, à une vitesse tellement grande qu'elle est proche de la lumière, on appelle ça un jet relativiste. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un tel jet relativiste qui soit produit. Or, quand vous êtes à des vitesses pas trop proches de la vitesse de lumière, si vous rayonnez, ben vous envoyez votre lumière dans toutes les directions et on vous voit sous tous les angles. Vous voyez, voilà. Si je bougeais à la vitesse relativiste, que malheureusement je ne veux pas pouvoir faire parce que je ne sais pas courir à la vitesse de la lumière, eh bien dans ce cas-là, j'enverrai toute ma lumière uniquement dans la direction de mon mouvement et pas du tout dans les autres directions. Donc, contrairement à l'éjecta précédent, celui-là, on ne le voit vraiment bien que si on est parfaitement aligné. Si on est trop sur le côté, on s'attend à beaucoup moins bien le voir à cause de cet effet relativiste. Alors, à quoi on s'attend? Eh bien, on s'attend d'abord à ce que cet éjecta, au départ, il dissipe une partie de son énergie et il est tellement énergétique qu'il fait des rayonnements très très intenses, très énergétiques qu'on appelle les rayons gamma, les photons les plus énergétiques qui existent. Donc ça dure très peu de temps et donc ça va donner ce qu'on appelle un sursaut gamma. Et puis ensuite le jet, tout simplement, il va être freiné par son environnement parce qu'il y a de la matière qui est devant, donc il va le freiner. Et en freinant, ben, ça va faire un choc, un peu comme le choc que je vous ai montré dans la nébuleuse du crabe. Ça va accélérer les particules et ça va rayonner, mais cette fois à plus basse énergie, rayons X, puis après lumière visible et radio. Voilà. Donc on appelle ça la rémanence. Donc on s'attend à un sursaut gamma, puis une rémanence. Vous voyez qu'on s'attend à plein de sortes de lumière, et après, il faut essayer d'observer. Je saute ça, parce que déjà là, et j'arrive à... Alors je vous montre juste que voilà, les jets, je vous ai dit, on les voit à plus grande échelle, par exemple dans la galaxie M87, celle où je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un trou noir au centre, ben, il y a aussi un jet au centre. On le voit en radio. Et vous voyez que ce jet, justement, il va à la vitesse de lumière, parce que vous voyez qu'on voit le jet que d'un côté. Mais en fait, il y a aussi un jet de l'autre côté, que sinon, c'est le recul du canon, la source centrale, et partira à grande vitesse dans cette direction-là. C'est pas celui-là. En fait, celui-là, c'est le jet à une vitesse proche de la lumière qui vient vers nous, donc il envoie les photons vers nous, on le détecte. Et l'autre jet dans le centre, il envoie ces photons-là, on ne le détecte pas. Puis ensuite, ça freine, et une fois que ça freine, c'est non relativiste, et on le voit des deux côtés, parce que cette fois, la lumière, elle part dans toutes les directions. Donc là, vous voyez la relativité à grande échelle dans une galaxie. Donc les trous noirs légers, ça existe vraiment, on les voit. Et donc voilà, et donc on arrive au 17 août 2017. J'étais en vacances, mais comme j'ai un bon réseau, parce que comme l'a rappelé Stéphane, je ne suis plus si jeune, eh bien j'ai reçu un coup de téléphone dont je ne savais pas encore qu'il allait vraiment changer ma vie professionnelle. Voilà, parce qu'il était en train de se passer quelque chose de vraiment très important. Alors tout a commencé dans l'espace, avec un satellite qui s'appelle Fermi, qui a détecté justement un sursaut gamma dont je vous parlais. Mais un sursaut gamma hyper faible, très très court, hyper faible. Vous voyez que par rapport au bruit, il sort à peine. Alors néanmoins, Fermi, quand il détecte un sursaut gamma, il envoie automatiquement une annonce à toute la communauté scientifique pour dire qu'il y a un sursaut gamma qui vient de se produire. Et puis si on a envie, on peut essayer de faire des choses avec ce sursaut gamma, par exemple, c'est de voir si on le voit à d'autres longueurs d'onde. Mais là, personne n'avait envie de faire quoi que ce soit. Il était tellement faible que ce n'est pas un sursaut gamma très intéressant. Sauf que 6 minutes plus tard, les fameux interféromètres dont je vous ai parlé tout à l'heure, LIGO et Virgo, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils sont eux aussi en train de détecter quelque chose. Et ils voient deux choses. Ils voient d'une part que le signal qu'ils détectent est beaucoup plus long que tout ce qu'ils avaient détecté jusqu'à présent, qui étaient toujours des visions de trous noirs. Alors, ce que dit la relativité générale, c'est moins les objets sont massifs, plus le signal dure longtemps. Donc, ils savaient qu'ils étaient en train de détecter non plus des trous noirs, mais des étoiles à neutrons. Donc, ils sont en train de détecter des étoiles à neutrons qui fusionnent. Et quand ils regardent la chronologie des choses, ils s'aperçoivent que le moment le plus intense, qui correspond à la fusion, s'est produit 2 secondes avant le sursaut gamma détecté par Fermi. Donc là, immédiatement, enfin, presque immédiatement, parce qu'ils ont quand même vérifié leurs analyses, donc je crois me souvenir, c'est plutôt 40 minutes plus tard,
ils ont à leur tour envoyé une annonce à toute la communauté scientifique en disant il y a un événement très intéressant qui vient de se produire. Pour la première fois, on a détecté en ondes gravitationnelles la fusion de deux étoiles à neutrons. Et vous savez, enfin, ils n'ont pas dit comme ça parce que c'est très bien connu, mais vous savez qu'on s'attend à aussi un sursaut gamma. Et justement, ça s'est produit 2 secondes avant le sursaut gamma de par Fermi. Alors là, la communauté scientifique a commencé à sentir quelque chose d'important était en train de se produire qu'on n'avait encore jamais vu. Et la question, c'est de savoir, pour chercher aux autres longueurs d'onde, il faut savoir où chercher dans le ciel. Et donc, c'est assez difficile de localiser avec les ondes FM, on peut le faire. Ils ont dit, on est en train d'y travailler, et dès qu'on a la position dans le ciel, on vous l'envoie, et avec tous les télescopes, vous pourrez chercher. Alors le principe, c'est que, en traitant le signal, je ne vais pas rentrer dans les détails, on arrive à faire ce qu'on appelle une boîte d'erreur. On sait que c'est uniquement dans cette région du ciel que peut être la source. On ne sait pas précisément où, c'est pas plus précis que ça, mais c'est là-dedans. Alors, l'avantage des ondes gravitationnelles, c'est que ça dit non seulement la région du ciel, mais ça dit aussi en gros à quelle distance. En gros, 40 mégaparsecs, 130 millions d'années-lumière dans ce cas-là. Pour un astrophysicien comme moi, c'est la proche banlieue, 130 millions d'années-lumière. C'est même pas 1 milliard d'années-lumière, c'est rien du tout. L'univers est grand. Et donc, mais ça veut quand même dire que la fusion d'étoiles neutrons, en fait, elle s'est produite il y a 130 millions d'années. C'est en 2017 que le signal est arrivé, mais voilà. Et donc, c'est intéressant parce que la région ici est assez grande, hein, c'est 30 degrés carrés, c'est beaucoup plus grand que le diamètre apparent de la Lune ou du Soleil dans le ciel. Mais c'est relativement proche, et donc automatiquement, une fois qu'on a ces informations, on sait qu'il y a une centaine de galaxies simplement dans cette région-là. Dans cette région du ciel, à cette distance, il y a une centaine de galaxies. Donc le but du jeu, à partir de là, c'est, avec tous les instruments dont vous disposez, c'est d'aller explorer toutes ces galaxies et de voir si dans l'une d'entre elles, on trouve quelque chose d'inhabituel. Seul problème, quand ils ont envoyé leur boîte d'erreur, c'était donc à peu près 5 heures après l'événement, il faisait déjà jour en Afrique du Sud, et pas encore au Chili. Et entre les deux, c'est l'océan, il n'y a pas de télescope. Donc il a fallu attendre qu'il fasse nuit au Chili. Alors toutes les équipes étaient au taquet. Et à partir du moment où il a fait nuit au Chili, il y a à peu près une centaine de collaborations différentes qui disposent d'instruments Chili, parce que c'est un des meilleurs sites d'observation, donc il y a une concentration de télescopes au Chili qui est anormalement élevée par rapport aux autres pays, qui s'est mis à observer cette région et toutes les galaxies les unes après les autres. Voilà un résumé de toutes les galaxies qu'il avait observées. Vous allez voir, on zoome dans la région. Voilà. Chaque petit rond, ça correspond à une galaxie qui a été observée cette nuit-là. Voilà. Alors après, c'était un coup de chance de commencer par la bonne. Donc il y a quelques collaborations qui ont commencé par la bonne. Et c'était NGC 4993, celle du début. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ça. Ils ont vu l'image que je vous montre au début. Ils ont vu que dans cette galaxie, cette nuit-là, il y avait une source bleue dans la galaxie qui n'était pas sur les images d'archives. Qui est donc apparue la même nuit au même moment. Et donc c'est quelque chose, ce genre de source on n'avait jamais observé avant. La probabilité que ce soit deux phénomènes complètement dissociés est quasi nulle. Donc c'est bien lié au même phénomène. Et ensuite, ça a été suivi pendant des jours. Au départ, c'était assez lumineux et bleu. Et ça s'est devenu de moins en moins lumineux, de plus en plus rouge. Et en gros, au bout d'une semaine, ça s'est arrêté. Et ça correspond parfaitement aux prédictions de la kilonova. Donc cet éjecta riche en neutrons qui forment des études. C'est la première fois qu'on détectait ça. Et donc pour la première fois, on a vraiment une source dans l'univers où là, on peut dire qu'il y a des éléments lourds, il y a de l'or qui s'est formé. Alors ça, c'est très intéressant. Et puis, une fois qu'on a détecté cette source, et bien, vous voyez que les instruments dans le domaine visible, ils sont beaucoup plus précis. Maintenant, on a une position super précise dans le ciel. Donc là, maintenant, on peut y aller avec toutes les longueurs d'onde, radiotélescope, rayons X, rayons gamma, tout ce que vous voulez, vous pouvez les voir. Et donc, en gros, une dizaine de jours plus tard, on a détecté une source en X, et encore un peu plus tard, en radio. Donc là, c'est avec le satellite Chandra dans l'espace, et puis là, c'est avec le radiotélescope VLA au sol. Et cette source, elle a été suivie, et en fait, en X, elle est toujours détectée, encore aujourd'hui. Elle a évolué, je vais vous montrer, mais elle est encore détectée. Alors, si vous voyez, si vous réfléchissez bien, il y a donc eu la kilonova comme prévu, il y a eu le sursaut gamma comme prévu, et en fait, cette source à toutes les longueurs d'onde, c'est la fameuse rémanence du sursaut gamma qui est liée au freinage du jet. Donc, une fois de plus, la physique avait raison. Toutes les prédictions se sont révélées bonnes, et on a réussi à les trouver par l'observation. C'est assez spectaculaire. Moi, j'avoue que j'y croyais pas, quand on en a parlé, je me suis dit, c'est aussi une erreur, c'est pas possible que du premier coup, on ait tout qui marche, quoi. Ça arrive rarement, hein, ben, si. Voilà. Alors bon, après, quand on va dans les détails, il y avait quand même des petites choses à affiner dans notre vision des choses, dans les modèles, mais l'essentiel est là. Tout ce qui était prévu était prévu.
Et donc, comme je crois qu'il est tard, je vais sans doute devoir m'arrêter, mais si on avait du temps, je pourrais vous expliquer qu'ensuite, chacun de ces messagers apporte des informations complémentaires. Les étoiles, les ondes gravitationnelles, elles nous disent que c'est des étoiles neutrons, quelle était leur masse, à quelle distance c'est, sous quel angle on regardait. La kilonova, ça nous dit combien de matière a été éjectée, combien d'éléments lourds ont été produits, qui vont ensuite enrichir la galaxie. Le sursaut gamma et sa rémanence, ça nous donne les propriétés de ce jet relativiste qui a été produit. Indirectement, ça nous donne donc des informations aussi sur le trou noir et son disque. Le freinage du jet, la rémanence, ça nous donne des informations sur l'environnement, dans quel gaz, quelle densité de gaz tout ça s'est produit. Tout ça est très complémentaire, donc c'est un seul événement, mais avec ce seul événement, dans tous ces domaines, on a fait un bond en avant en termes de compréhension énorme par rapport à une semaine avant. Et je vais juste vous montrer un exemple de choses qu'on peut faire, je saute tout ça. C'est, en plus c'est rigolo, est-ce que le son est là? On va voir si ça marche avec le son, sinon je le ferai. Vous allez avoir en bas le signal gravitationnel qui est converti en son avec l'analogie sonore dont je vous parlais, donc vous allez entendre le fameux gazouillis. Et puis en haut, le signal gamma. Alors là, par contre, les fréquences gamma sont beaucoup trop élevées pour que converti en ondes sonores, ça donne quelque chose d'audible. Donc on met une cloche. Et vous allez donc voir que le sursaut gamma arrive 2 secondes après le onde gravitationnelle. Il faut juste que je retrouve mon souris. Elle est là, la souris? Ah oui, il faut que je me mette là en fait. Coalescence. Et voilà. Donc là, c'est le moment où les deux étoiles neutrons sont entrées en fusion, se sont rencontrées. Et là, c'est le moment où on a reçu sur ce gamma. Si vous êtes physicien, non pas astrophysicien comme moi, mais physicien qui vous intéressez aux lois fondamentales de l'univers, vous savez que cette source, elle est à 130 milliards d'années-lumière. Et à la fin, donc ce signal, il a voyagé pendant, 130 milliards, 130 millions d'années-lumière. Ce signal, il a voyagé pendant 130 millions d'années pour nous parvenir. Et à la fin, il y a 2 secondes de décalage. C'est-à-dire que si vous oubliez toute l'astrophysique, parce que l'astrophysique, bien sûr, elle nous dit qu'en pratique, ce signal-là, il arrive plus tard, parce qu'il a été émis plus tard. Le jet, il est émis après la fusion étoile. Et vous oubliez tout ça, vous êtes physicien, théoricien, vous vous intéressez au fondamental, vous dites, si par hasard tout avait été émis en même temps, eh bien, à l'arrivée, il y a maximum 2 secondes de décalage par rapport à 130 millions d'années de temps de trajet. Ça vous dit quelque chose de très important sur la vitesse de ces 2 ondes très différentes, l'onde lumineuse et l'onde gravitationnelle, et ça vous dit que la vitesse est très très proche. Et en pratique, dans la théorie la plus standard, la relativité générale, les ondes gravitationnelles vont à la vitesse de la lumière. Et donc c'est parfaitement compatible avec ça, c'est un très bon test de la relativité générale. C'est un exemple parmi d'autres du genre de physique fondamentale, au-delà de l'astrophysique, qu'on peut faire avec cette astrophysique multimessager. Voilà, je crois qu'il serait temps que je m'arrête, mais je ne vais pas vous parler de la physique du jet. Je vais m'arrêter sur ce résumé avec toutes les observations. Et alors maintenant qu'on en a eu un, on aimerait en avoir d'autres, sous d'autres angles, avec d'autres masses d'étoiles à neutrons, avec peut-être des couples mixtes, étoiles à neutrons, trous noirs, etc. Donc, il faut être patient. En pratique, les détecteurs de gravitationnelle, c'est très très difficile. Donc, ils prennent leurs données sur une certaine durée, puis après ils arrêtent tout pour améliorer l'instrument, puis on recommence. Alors là, en ce moment, on est dans un état un peu excité parce que depuis un mois, on vient de reprendre une phase où les détecteurs d'ondes gravitationnelles détectent du signal. Donc on attend les prochaines fusions d'étoiles à neutrons pour voir si on peut reproduire l'exploit. Ça va être difficile parce que pour l'instant, on n'a pas encore des détecteurs qui donnent des très bonnes localisations. On a eu beaucoup de chance avec cet événement parce qu'il était suffisamment proche pour avoir une bonne localisation. La plupart du temps, la boîte d'erreur est beaucoup plus grande et en une seule nuit, observer une boîte d'erreur où il y a peut-être des dizaines de milliers de galaxies, c'est extrêmement difficile. Donc, si on a de la chance, ça va quand même se produire dans les mois qui viennent. Si on n'a pas de chance, il va falloir attendre quelques années parce qu'on aura de plus en plus de détecteurs d'ondes gravitationnelles et comme la localisation repose sur ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire la comparaison entre le temps d'arrivée dans plusieurs détecteurs, plus on en a, mieux on localise. Et donc, dans quelques années, on aura une localisation bien meilleure qui favorisera la détection de la lumière associée. Donc, a priori, on est au tout début de cette astrophysique multimessager. Et il est très probable que dans la décennie à venir, elle va apporter beaucoup de résultats supplémentaires, mais celui-là restera dans l'histoire comme le premier, celui qui a tout changé. Voilà.
J'espère vous avoir fait partager notre enthousiasme et je vous remercie pour votre attention.